Vous avez déjà remarqué comme la mémoire automobile est sélective ? On célèbre les échecs mythiques, les flops spectaculaires, et on oublie que la France a aussi connu des réussites parfois si discrètes qu'elles ont disparu des livres d'histoire. Dans cette vidéo, je vous propose de remettre en lumière 5 triomphes français que le temps a injustement relégués au fond du garage. Et croyez-moi, après ça, vous ne verrez plus jamais l'automobile française de la même façon. Numéro 5, Panhard PL17, 1959 à 1965. Si vous aviez vécu dans la France du début des années 60, vous comprendrez pourquoi cette voiture mérite sa place ici. La Panhard PL17 est un concentré d'ingénierie française à l'ancienne, condamnée par le manque de moyens. Sortie en 1959, elle succède à la Dyna Z, dont elle reprend le châssis, les trains roulants et le fameux bicylindre à plat. Un moteur minuscule de 851 cm3, développant entre 42 et 60 chevaux selon les versions. Grâce à son poids-plume, autour de 850 kg, la PL17 pouvait filer à 145 km/h tout en ne consommant que 6 litres au 100. C'était une voiture capable d'emmener 6 personnes sans se ruiner à la pompe. C'était également la plus ancienne marque automobile du monde, fondée en 1887, longtemps considérée comme un laboratoire roulant de l'ingénierie française, dans un design fluide signé Louis Bionnier, tout en rondeur, parfaitement dans la mode de l'époque. Le problème, c'est que Panhard ne jouait pas dans la même cour que Renault, Peugeot ou Citroën. Sous-capitalisée, la marque du Quai d'Ivry n'avait pas les moyens de renouveler ses modèles en profondeur. Et même après l'entrée de Citroën dans le capital, le sort de Panhard était déjà scellé et la PL17 risquait de concurrencer directement l'ID19. Alors, Citroën préféra la laisser s'éteindre doucement. Entre 59 et 65, elle s'écoule à environ 166 000 exemplaires pour une marque aussi petite. Elle remporte même le rallye de Monte-Carlo 1961, devant des modèles bien plus puissants. Preuve que le génie mécanique français ne se résume pas à la taille du moteur. Et c'est pour ça qu'elle mérite sa place dans ce top. Pensez à liker la vidéo, car la suivante va vous surprendre. Numéro 4, Peugeot 104, 1972-1988. Eh oui, derrière son image sage, presque ennuyeuse, se cache l'un des plus grands succès oubliés de Peugeot. Une voiture qui a jeté les bases de tout ce que le constructeur fera de mieux dans les décennies suivantes. Lancée à l'automne 1972, la Peugeot 104 berline mesure 3,58 m, 3,63 m avec le pare-choc, ce qui en faisait l'une des plus courtes 4 portes d'Europe à son lancement. Son moteur X, tout en aluminium, incliné à 72 degrés et doté d'un arbre à cam en tête, affichait une modernité impressionnante pour l'époque. Conçu à Douvrin dans le cadre de la coopération Peugeot-Renault, il développait 45 chevaux pour seulement 795 kg, atteignant 135 km/h en pointe, consommait moins de 6 litres au 100 et offrait une fiabilité exemplaire. Bref, le genre de mécanique qu'on retrouvera ensuite chez Citroën, Talbot et même chez Renault avec la fameuse 14. Sur la route, la 104 surprenait par son comportement. Suspension à 4 roues indépendantes, direction précise, bon freinage, confort honnête. C'était une voiture sérieuse, stable et rassurante, mais un peu trop sage justement. Car au même moment, Renault déchaînait les passions avec la 5, plus colorée, plus fun, et surtout, mieux marketée. Résultat, à peine 1,2 million de 104 produites, contre 5,7 millions de Renault 5. Le coup est rude pour Sochaux, d'autant que la 104 avait tout pour rivaliser. Au total, environ 1 365 000 exemplaires, toutes carrosseries confondues, berline, coupé ZS, dérivés Citroën, LN, Elena, Visa et Talbot Samba inclus. Plus de 1,8 million avec tous les badges PSA. Peugeot aura simplement souffert de son austérité maison. Les coloris sont ternes, planches de bord monacales et peu d'options. Les premières versions n'avaient même pas de boîte à gants, ni de miroir de courtoisie. Et si la 205 est devenue l'icône des années 80, elle doit beaucoup à la 104. Une réussite que le public a oubliée et que Sochaux n'a jamais reniée. Numéro 3, Simca 1100, 1967-1982. Simca, aujourd'hui, est un nom que beaucoup ont oublié, voire que certains jeunes n'ont même jamais entendu. Pourtant, sans la Simca 1100, une grande partie de nos voitures compactes modernes n'existeraient pas sous la forme qu'on connaît. C'est simple,
Cette voiture a tout inventé, sans jamais recevoir le crédit qu'elle méritait. Présentée en 1967, c'est la première traction avant de la marque et l'une des toutes premières compactes françaises à moteur transversal. Elle mêlait la praticité d'une berline familiale, la modularité d'un break et la tenue de route d'une voiture moderne grâce à sa suspension à 4 roues indépendante. Un bijou d'ingénierie pensé pour les familles françaises en pleine ascension sociale, à la recherche de confort et de polyvalence. Sous le capot, Simca proposait une large gamme de moteurs essence, du 944 cm3 de 48 chevaux jusqu'à 1,3 litre de 82 chevaux sur la version TI. Légère, entre 880 et 920 kg. Elle pouvait filer jusqu'à 160 km/h dans ses versions les plus sportives. Et elle restait quand même fiable, simple à entretenir et abordable. Plus de 2,2 millions d'exemplaires seront produits. Et en 1972, la Simca 1100 devient carrément la voiture la plus vendue en France. Mais alors, pourquoi un tel succès est-il tombé dans l'oubli ? D'abord parce que Simca a disparu derrière les marques Talbot et Chrysler. Et ensuite parce que la 1100 trop populaire n'a jamais été perçue comme une voiture de collection. C'est la voiture des familles, des artisans, des jeunes couples. On l'a remplacée sans état d'âme, alors qu'elle avait littéralement défini le gabarit et l'esprit de nos voitures modernes. Et malgré tout, elle a laissé une descendance directe. La Matra Simca Rancho, issue de sa plateforme, puis la Simca Horizon, qui lui succède en 1978, avant que Peugeot ne tire définitivement le rideau sur la marque en 1982. Avant la Golf, avant la 205, avant la R14, il y a eu la Simca 1100. Et elle a tout inventé. Numéro 2. La Tiltar, 1915-1934. Quand on parle de succès oublié, vous ne pensez probablement pas à un énorme tracteur d'artillerie de 6 tonnes, lent comme un escargot et bruyant comme un train. Le Latiltar est l'un des véhicules les plus importants et les plus injustement oubliés de toute l'histoire industrielle française. Tout commence en 1911. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'armée française cherche désespérément à se moderniser. On veut remplacer les chevaux par des machines capables de tirer des canons de 15 tonnes sur des terrains dévastés. Et c'est là que Latil, un constructeur pionnier basé à Levallois-Perret, propose une idée révolutionnaire. Un tracteur à 4 roues motrices et directrices. Autrement dit, un engin capable d'aller littéralement partout. Le prototype Blum Latil impressionne l'armée. Après plusieurs concours militaires entre 1913 et 1914, le modèle TH est retenu, puis amélioré en TAR en 1915. Sous son énorme capot, un 4 cylindres en ligne de 7,5 litres développant 40 chevaux. Pas de quoi gagner une course, mais assez pour tracter 20 tonnes sur une pente de 15%. La boîte manuelle à 5 rapports, la transmission intégrale et la direction sur les 4 roues offraient une maniabilité inédite. Son rayon de braquage de 8,5 mètres lui permettait de se faufiler là où aucun camion n'osait à s'aventurer. En 1918, plus de 2000 exemplaires étaient en service sur le front, tractant canons, blessés et matériel à Verdun ou sur la Marne. Et dans les années 1920, Latil transforme cette machine de guerre en outil civil. Le TAR devient alors camion forestier, dépanneuse, engin agricole, bref, l'ancêtre direct du camion polyvalent moderne. De nouvelles versions suivront, TAR 2, TAR 3, TAR 4, avec un moteur de 62 chevaux, puis TAR 5 et F-TAR. Au total, près de 3000 exemplaires sortiront des usines de Levallois-Perret. Oui, le TAR était lent et son confort spartiate, mais il a posé les fondations de la traction intégrale moderne, bien avant Jeep, Unimog ou Berlier. Encore aujourd'hui, un Latiltar restauré trône fièrement au musée de la Grande Guerre de Meaux, témoin silencieux d'un siècle d'innovation. Et entre nous, sans le TAR, l'armée française n'aurait peut-être jamais amorcé sa motorisation. Comme quoi, même les géants oubliés ont leur place dans notre histoire. Passons maintenant au numéro 1. Le numéro 1, Renault 16, 1965-1980. On arrive au sommet du classement. Et difficile de faire plus emblématique que celle-là. La Renault 16, c'est un peu l'intello de la famille française. Discrète, pas tape à l'œil, et incroyablement en avance sur son temps. Quand elle sort en 1965, Renault ose un pari complètement fou. Mélanger le confort d'une berline, la praticité d'un break et la modernité d'un haillon. En clair, la R16 invente littéralement la berline à haillon, un concept qui allait dominer les années 70 et 80. À l'époque, les ingénieurs de Billancourt n'ont pas peur de casser les codes.
ligne bicorps, moteur placé à l'avant, mais en position longitudinale arrière du train avant, et suspension à 4 roues indépendantes. Sous le capot, on retrouve le fameux moteur Cléon Alu, un 4 cylindres robuste, décliné en plusieurs versions allant de 55 à 93 chevaux. Ça peut paraître modeste aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était plus que respectable, surtout pour une familiale. Et la R16 reste légère, avec à peine 1 tonne sur la balance. Autant dire qu'elle sait se montrer vive, surtout dans ses versions TS et TX, capables de filer à 175 km/h avec une boîte 5 vitesses. Renault a pensé la R16 comme une voiture de vie, pas juste un moyen de transport. Banquette arrière modulable, grand haillon, coffre de 346 décimètres-cubes extensible, confort de suspension incomparable. Cerise sur le capot, elle rafle le trophée européen de la voiture de l'année en 1966. Évidemment, tout n'était pas parfait. Le freinage manquait un peu de mordant. La voiture se penchait franchement dans les virages et son empattement asymétrique surprenait les puristes. En 15 ans de carrière, 1 851 502 exemplaires seront produits dans plusieurs usines de la France au Maroc, du Canada à l'Australie. Et malgré ce succès planétaire, la R16 reste aujourd'hui injustement oubliée. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle n'a jamais joué la carte du prestige. Elle n'était ni sportive comme une DS, ni statutaire comme une Mercedes, elle était juste humaine. Une voiture pensée pour les vrais gens, par une marque qui croyait encore que l'innovation devait servir la vie quotidienne. Et puis, il y a ces petits détails qui la rendent culte. Le premier tableau de bord avec bouton rétroéclairé, les lève-vitres électriques de série, la fermeture centralisée et même une version automatique à pilotage électronique dès 1969. Et ça, franchement, ça mérite la première place. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé redécouvrir ces succès oubliés de notre industrie nationale. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite dans le garage français.